Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de l'introduction du cours de Supply Chain Management. Dans la vidéo précédente, nous avons défini la logistique et ses différents types dans le cas des flux primaires, mais aussi des flux inverses. Nous avons également vu les différents niveaux d'externalisation de la logistique depuis la solution 1PL jusqu'à la solution 5PL. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Quels sont les différents enjeux liés à la supply chain ?» L'entreprise a pour principal objectif de créer de la valeur et de générer des profits dans un environnement fortement complexe où les actionnaires et les clients sont exigeants, la concurrence est rude et les contraintes environnementales, sociétales, technologiques sont en constante évolution. En effet, les sociétés capitalistes sont tenues de rémunérer leurs actionnaires. Ceux-ci exigent des taux de retour sur les fonds investis souvent de l'ordre de 15%. L'organisation doit donc générer des profits pour satisfaire cette contrainte et encourager les investissements pour lui permettre de se développer. La supply chain contribue largement à répondre à ces enjeux économiques en améliorant le chiffre d'affaires de l'entreprise et en diminuant les coûts et les immobilisations financières. De même, la compétitivité de l'entreprise trouve sa source pour une grande partie dans la supply chain. C'est en effet à ce niveau que se détermine, comme on l'a vu dans la première vidéo du chapitre, le coût de revient global des produits fabriqués, la qualité des produits fabriqués, la qualité de service aux clients en termes de délais rapides de livraison et de respect des délais annoncés, mais aussi la flexibilité du système industriel, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter rapidement aux variations de la demande, mais aussi de produire une large gamme de produits diversifiés qui vont satisfaire le client. Dans un environnement fortement concurrentiel, l'entreprise a donc tout intérêt à optimiser sa supply chain afin de s'aligner et pourquoi pas faire mieux que les concurrents dans le fameux triangle de performance qualité-coût-délai auquel on ajoute la flexibilité. Le coût, la qualité, le délai et la flexibilité ont aussi un impact sur le client, qui, souvenez-vous, est au centre des préoccupations de la supply chain. En effet, les coûts bas permettent de proposer des prix attractifs pour ses clients. Une qualité parfaite va permettre de gagner des parts de marché et d'attirer des clients, et au contraire, une mauvaise qualité fera fuir le client et conduit irrémédiablement à l'échec commercial. Le client sera également plus satisfait et pourra même privilégier une entreprise par rapport à ses concurrentes si elle lui propose des délais plus courts, mais aussi plus fiables, c'est-à-dire que l'entreprise respecte l'engagement de délai de livraison fait au client. Finalement, une flexibilité qualitative permettra à l'entreprise d'offrir une gamme de produits larges et de proposer des variantes, options, adaptations pour d'abord répondre au goût du plus de clients possible, mais aussi avec cet effet de personnalisation du produit et du service, le client a le sentiment qu'il est spécial, entre guillemets. Pensez à des t-shirts proposés dans une large palette de couleurs et des voitures avec plusieurs combinaisons d'options possibles, de motorisation, de couleurs, de boîtes à vitesse, etc. Aujourd'hui, un client insatisfait par un produit et un service aura tendance à aller raconter sa mauvaise expérience sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication, ce qui aura pour impact de décourager d'autres clients de faire affaire avec lui et d'acheter son produit, ce qui peut avoir un impact dramatique sur la réputation de l'entreprise. Finalement, la durée de vie commerciale de nombreux produits diminue à cause des modes, des tendances et des avancées technologiques rapides. Pour répondre aux changements des besoins et suivre l'évolution technologique, l'entreprise devra sans cesse proposer de nouveaux produits et de nouveaux services, faute de quoi elle perdra ses parts de marché face à la concurrence. L'entreprise se trouve donc dans un milieu en perpétuel changement où il est difficile de mettre en place des procédures stables, d'où l'importance de mettre en place des supply chains flexibles caractérisées entre autres par une fonction recherche et développement très développée, par une main-d'œuvre polyvalente et des équipements flexibles capables de prendre en charge plusieurs types de produits. On verra les détails de ce type de supply chain dans le chapitre 2 de ce cours. En outre, les problématiques du développement durable constituent les vrais enjeux du 21e siècle. Ils deviennent incontournables pour toutes les fonctions de l'entreprise et en particulier pour la supply chain. En effet, l'entreprise est d'abord amenée à respecter les règles et principes de développement durable car elle est amenée à respecter le cadre de réglementation et de recommandations nationales et internationales. D'un autre côté, les clients sont aujourd'hui de plus en plus sensibles au développement durable.
et préfèrent pour certains d'entre eux consommer des produits respectant des règles du développement durable, mais plus chers, ce qui pour l'entreprise représente une opportunité de fidélisation des clients par renforcement de l'image de marque et une possibilité de différenciation par rapport aux compétiteurs. Comme déjà expliqué, les actionnaires d'une entreprise attendent un retour sur les fonds qu'ils ont investis. L'entreprise doit donc être rentable et générer des profits qui soient supérieurs au coût du capital investi. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée économique, en anglais Economic Value Added ou EVA. Le VA est égal au profit net après impôt moins le coût de financement de l'activité. Pour accroître le VA, il faut donc augmenter le profit net et ou diminuer le coût de financement. Le profit net après impôt, aussi appelé résultat net d'exploitation, se calcule comme la différence entre le chiffre d'affaires de l'entreprise, donc ses ventes, et les charges annuelles de l'exercice comptable diminuées du montant de l'impôt. C'est un indicateur qui donne une image de la performance réelle de l'entreprise. Pour augmenter ce profit, l'entreprise doit donc améliorer son chiffre d'affaires et ou diminuer ses coûts d'opération dont la supply chain représente une part très importante. Si par une supply chain performante, l'entreprise réussit à améliorer sa qualité de produit et de service, à améliorer la productivité de ses usines, elle va réussir à vendre plus et donc améliorer son chiffre d'affaires et l'image de l'entreprise sur le long terme. Quant aux charges, elles correspondent à la totalité des coûts engagés dans les coûts de stock, de production, de distribution, de recherche et développement et de frais généraux. L'optimisation des décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles dans la supply chain, au niveau des achats, de la production, de la distribution et de la logistique inverse, permet de réduire sensiblement le coût d'opération et donc d'améliorer le profit net. Pour le coût de financement, il se calcule par le produit du capital immobilisé et du coût de capital. Le capital immobilisé comprend d'une part les capitaux circulants, c'est-à-dire le BFR ou besoin en fonds de roulement, dont fait partie l'immobilisation en stock, et d'autre part les immobilisations corporelles, c'est-à-dire les bâtiments, les machines, les moyens de transport propres à l'entreprise, etc. Donc ce capital immobilisé doit lui aussi être réduit le plus possible. L'optimisation du stock des matières premières, des encours de production et de transport et le stock de produits finis qui fait partie du supply chain management grâce aux méthodes de gestion de stock permettent de réduire le BFR. Quant aux immobilisations corporelles, elles sont fortement impactées par l'acquisition de moyens propres de production, d'entreposage et de transport, comme on a déjà dit. Ce sont là des investissements qui sont très importants et qui constituent des coûts fixes qui ne dépendent pas du volume traité. Donc, si le volume est important, la structure des coûts fixes peut être amortie. Sinon, l'entreprise peut décider de se séparer des moyens de production et de distribution et d'externaliser une partie de l'activité. Ce sont aussi là des décisions stratégiques qui doivent être optimisées en supply chain management et qui permettent de réduire le capital immobilisé. Ensuite, nous allons nous intéresser au coût et en particulier au coût du produit. On appelle coût de la supply chain d'un produit la valeur monétaire des ressources utilisées pour réaliser et transporter ce produit depuis le fournisseur de matières premières jusqu'à sa mise à disposition au client final. La connaissance des coûts est une donnée de base pour optimiser les performances d'une supply chain. En particulier, les parts relatives des coûts à imputer respectivement aux achats, approvisionnement, production, entreposage, transport, logistique inverse constituent des indicateurs clairs de l'importance stratégique de chacune de ces étapes. Afin de bien comprendre la structure du coût, il faut d'abord faire la différence entre un coût fixe et un coût variable. Un coût variable est un coût dont le montant varie en proportion directe de l'activité, c'est-à-dire le nombre de produits fabriqués, stockés ou transportés. Un coût fixe est indépendant de la quantité, au moins pour une certaine plage. Afin de bien comprendre l'impact des différentes décisions de supply chain management sur les coûts, il convient tout d'abord de déterminer les différents coûts associés à chacune des activités. Cette liste que nous allons voir ne se veut pas exhaustive, donc il peut y avoir d'autres types de coûts, et elle peut différer d'une activité à une autre. Donc lorsqu'on parle d'achat et approvisionnement, les coûts fixes qui sont imputés au produit sont typiquement les coûts associés aux frais administratifs de son processus d'achat
d'achat, de passation de commande, de facturation, etc., ainsi que les coûts fixes de structure liés à l'entreposage dans le magasin de matières premières, comme l'achat et la location des bâtiments, l'éclairage, le chauffage, le salaire du personnel qui y travaille, le matériel de manutention, etc. Alors que les coûts variables correspondent bien évidemment au prix des matières premières et composants du produit, les coûts de réception, de contrôle des articles à l'arrivée, le carburant des moyens de manutention, ainsi que les coûts de possession de stock d'un point de vue immobilisation financière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le choix de mettre un produit en stock correspond en fait à un arbitrage financier à faire entre placer son argent sur des marchés financiers, percevoir un intérêt, et le fait d'acheter le produit, de les laisser en stock, c'est de l'argent qui dort, d'accord? Donc dans le premier cas, le cas où j'ai placé mon argent, ça permet à l'entreprise d'obtenir un intérêt. Et cet intérêt-là, en fait, elle y renonce en gardant le produit en stock, en achetant le produit et le gardant en stock. Le pari de l'entreprise qui réalise le stockage est que le résultat de l'utilisation du produit sera plus rentable à terme que la perception d'intérêt sur le capital. Donc dès lors, les intérêts auxquels l'entreprise a renoncé en constituant le stock doivent être considérés comme un coût afin de mesurer le profit réel de son choix. Donc au niveau de la fabrication, l'achat ou la location de l'usine, le financement de cet investissement, les impôts, l'éclairage, le chauffage, le salaire du personnel qui travaille dans l'usine hors du personnel de production, les frais de mise en place d'un système d'information, mais aussi les coûts de préparation et de réglage pour un lot de production sont globalement considérés comme des coûts fixes. Le coût variable, c'est le coût lié à la gamme opératoire, c'est-à-dire le coût des équipements et de la main-d'œuvre directe qui intervient dans la fabrication du produit tout au long de son processus de fabrication, pondéré par le temps passé par chaque produit devant une machine ou devant un opérateur. De même pour l'entreposage, l'achat ou la location d'un entrepôt, les engins de manutention, les rayonnages de stockage, le coût de financement de ces investissements-là, la prime d'assurance, les impôts, l'éclairage, le chauffage, le salaire et les charges du personnel, les frais de mise en place du système d'information sont globalement considérés comme des coûts fixes. Les coûts variables, ce sont généralement les coûts liés au carburant, à la maintenance des engins de manutention, le coût de l'assurance des produits, les frais d'emballage et de conditionnement des produits, les immobilisations financières du stock, etc. En ce qui concerne le transport, donc s'il est externalisé, on va bien sûr le retrouver dans la rubrique achat. Si l'entreprise possède une flotte privée, à ce moment-là, les coûts fixes sont représentés par le coût d'achat ou de location des véhicules, les frais de financement de l'investissement, les impôts, les assurances, ainsi que les salaires et les charges du personnel support et du personnel de conduite, si on suppose que le personnel de conduite va être payé, que le camion fonctionne ou pas. D'accord. Les frais variables représentent des dépenses engagées par l'entreprise uniquement lorsque le véhicule est utilisé, c'est-à-dire par exemple le carburant des camions, les pneumatiques, l'entretien, la réparation, auxquels s'ajoutent les coûts d'emballage et d'assurance de la marchandise, les coûts de manutention pour charger et décharger les véhicules et les immobilisations financières du stock induits par l'opération du transport. Finalement, pour ce qui est de la logistique inverse, l'achat ou la location de toute installation ou équipement dédié à la logistique inverse, cela peut être une usine de recyclage, de refabrication, de remise à neuf, un entrepôt de stockage des produits retournés, des véhicules pour procéder à la collecte des produits retournés, les moyens de manutention, etc. Et puis les frais de financement de tous ces investissements, les impôts, l'éclairage des bâtiments, le chauffage, les salaires et charges du personnel qui travaille dans ces structures, les frais de mise en place d'un système d'information pour la gestion des retours sont globalement considérés comme des coûts fixes. Comme coût variable, on peut retrouver le coût d'acquisition des produits récupérés, par exemple le coût à la tonne de plastique ou de papier, etc. Le carburant des véhicules, l'entretien des véhicules, les gammes opératoires de la refabrication, de la remise à neuf, etc. Donc tout ça sont considérés comme des coûts variables. Alors la connaissance de tous ces coûts ainsi que les nomenclatures et les gammes de fabrication des produits permettent le calcul du coût standard d'un produit. Donc généralement les coûts directs comme les prix des matières premières et les composants sont directement imputés au produit. Quant aux coûts fixes,
ils sont sommés et puis divisés par le nombre de produits traités. Donc plus le volume de produits traités est important, que ça soit en production, en entrepôt ou en transport, plus petite sera la part du coût fixe imputé à chacun des produits. Et plus le coût de revient va baisser sous l'effet de l'amortissement des coûts fixes. Dans une logique de diminution des coûts, on cherchera donc à saturer le moyen de production, à saturer l'entrepôt ou à saturer le moyen de transport pour diminuer le coût de revient. Tout au long de ce cours, nous allons nous intéresser à l'impact des différentes décisions de supply chain management sur une partie des coûts qui sont concernés.